Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler un sujet d'actualité, hein, s'il en est. Une interrogation. Est-ce qu'il faut taxer les produits trop gras et trop sucrés? On verra que la réponse que nous avons est assez simple. On a tous plutôt tendance à dire oui pour des questions de santé publique, pour des questions d'économie pour les ménages. Mais avec vous, Pierre Combris, directeur de recherche à l'INRA, on va voir que ce n'est pas si simple que ça de mettre en place ce genre de taxation nutritionnelle, de fiscalité nutritionnelle. Effectivement, la fiscalité nutritionnelle, alors elle n'est pas nutritionnelle, voilà. Ouais, c'est de la fiscalité pure. C'est-à-dire que, comme vous savez, les pouvoirs publics sont toujours à l'affût de choses qui pourraient justifier une taxation. Ça permet d'augmenter les revenus et les recettes de l'administration publique. C'est toujours bien. Donc quand on trouve quelque chose à taxer, on le taxe. Donc en général, on essaye de taxer des choses qui ne sont pas absolument vitales, mais où il peut y avoir une justification dans la taxation. Donc, par exemple, il y a effectivement des taxes sur les boissons sucrées, par exemple aux États-Unis depuis les années 30, en Finlande depuis les années 30 aussi, au Danemark aussi depuis cette période-là. Mais ce n'était pas à l'époque des fiscalités à vocation nutritionnelle, c'était de se dire, bon, ces produits ne sont pas des produits vraiment indispensable. Hein, on peut vivre sans boire de soda par exemple, hein, c'est normal, ou sans manger de caviar. Donc on peut taxer ces produits, ça rapportera, les gens vont de toute façon en consommer parce qu'ils aiment bien ça, et donc on a une recette fiscale continue. Là, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique d'intervention publique pour modifier un comportement. Premier cas où il faut intervenir, c'est quand les gens ne sont pas informés, quand ils n'ont pas effectivement compris. Mais on peut ne pas avoir compris, non pas parce qu'on n'est pas très malin, on peut ne pas avoir compris parce qu'on n'a pas l'information pour. Et dans nos sociétés d'économie avancée très libérale, il y a certains types d'informations qui ne sont pas nécessairement pourvues en même quantité que les autres. Par exemple, dans ce qui nous concerne, l'information nutritionnelle, il n'y a pas d'agents économiques qui ont intérêt, à part les gens qui font des livres, enfin si, maintenant ça commence, mais à donner de l'information générale. Normalement, cette information, ce qu'on appelle l'information générique, manque un peu. C'est-à-dire qu'un industriel qui fabrique un produit a tendance à mettre en avant les informations qui vont dans le sens de son produit. S'il vend un produit laitier, il va parler des bons effets du calcium sur la santé. Mais il va parler que de ça. Les effets négatifs, par exemple les calories qui vont avec, il ne va pas en parler. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse en sorte qu'il y ait bien les bonnes informations. Et ça, c'est à l'État de le faire. Information générale, mais information sur les produits aussi. Je reprends mon exemple. Un industriel donc, a intérêt à communiquer, à mettre en avant que les bons aspects, comme toute personne qui cherche à vous vendre quelque chose. Si vous vendez votre voiture d'occasion, vous allez avoir intérêt à dire qu'elle est bien, qu'elle est confortable, etc. Et si elle consomme beaucoup, on parlera, mais moins fort. Donc il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur. Et donc l'État est là aussi pour rétablir la symétrie et faire en sorte qu'on soit bien informé. Aujourd'hui, on a un débat sur l'étiquetage nutritionnel simplifié des aliments. C'est bien cette idée qu'il faut qu'il y ait toute l'information sur ce que font les aliments, sur ce qu'il y a dedans, que les calories ne soient pas cachées, par exemple, etc., les types d'acides gras, mais que cette information soit facile à avoir, parce que si elle existe, mais qu'il faut des heures pour la trouver, la comprendre, etc., ça ne sert à rien. Donc, premier cas, tous les économistes, même les plus libéraux, disent « Ok, si l'information manque, il faut intervenir. Si l'information est trop asymétrique, il faut intervenir. » Donc ça, pour les produits alimentaires, c'est acquis. Même si, et c'est actuel, en ce moment, il y a un débat pour savoir quel type d'étiquetage on va mettre. C'est toujours un objet de débat, il faut garder ça en tête. Donc il y a toujours des conflits, mais le principe est acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, personne ne dit « Il ne faut pas simplifier l'étiquetage nutritionnel ». Tout le monde dit « Oui ». Par contre, on n'est pas d'accord sur comment on va faire. Tout le monde dit oui, mais qui supporte les coûts, hein? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est le consommateur, etc. Alors justement, quand il s'agit des coûts, c'est la deuxième motif d'intervention, c'est ce qu'on appelle les externalités. En économie, si vous êtes bien informé, vous prenez des décisions. Si les conséquences de ces décisions ne concernent que vous, pas de problème. Bon. Par contre, elles peuvent concerner d'autres. Vous avez une activité et vous dégagez des fumées noires, des trucs qui embêtent les voisins, de la pollution d'une rivière. Là, il y a clairement une externalité. Donc, vous n'êtes pas le seul à subir les conséquences de ce que vous faites. Votre voisin en profite aussi. Il faut le dédommager. Donc là, dans ce cas-là, la pollution environnementale est un bon exemple. On a
les abeilles qui étaient un exemple d'externalité positive qui allait polliniser les récoltes, enfin les futures récoltes du voisin sans le faire payer, donc ça c'est positif. Maintenant on parle des abeilles aussi, mais pour des externalités négatives, c'est-à-dire que les produits chimiques du voisin viennent abîmer les abeilles qui lui rendaient service, enfin, etc. Donc on a toutes ces questions-là, c'est des questions vraiment d'actualité aujourd'hui parce que les activités économiques s'interpénètrent et donc les gens n'ont pas d'action que sur eux-mêmes, ils ont aussi des actions sur d'autres. Alors, dans notre cas, c'est des problèmes de santé publique. Le problème de santé publique a double effet d'externalité. Vous avez des externalités en termes de pure santé, c'est-à-dire des gens sont pas bien, sont malades, etc. Et il n'y a pas qu'eux qui en subissent des conséquences, il y a leurs proches, il y a les gens avec qui ils travaillent ou pour qui ils travaillent, etc. Et puis il y a des coûts, comme c'est couvert par des assurances sociales. Ces coûts, comme je l'ai dit, c'est maintenant des maladies chroniques qui durent longtemps. Là, on a vraiment des coûts qui sont croissants, de plus en plus importants, et les populations concernées sont de plus en plus concernées. Le rapport, parce qu'en France, on avait eu un rapport de 2 inspectrices générales, une des finances et une de la santé, pour voir l'opportunité de mettre en place des taxes nutritionnelles, insiste beaucoup là-dessus en disant on est à des niveaux pour la santé et pour les assurances sociales, pour les dépenses sociales, qui vont rapidement devenir insoutenables, comme on dit aujourd'hui, pas durables et des coûts explosifs. Donc il faut intervenir d'une façon durable. Donc là, on se dit, bah tiens, il faut peut-être agir là directement sur ce qui déclenche les comportements, le fait que les gens voient de la nourriture tout le temps, pour diminuer. Par exemple, le maire de New York, Bloomberg, l'ancien maire, avait décidé de réduire la taille des boissons qu'on pouvait mettre en vente dans l'État de New York à un certain maximum. Alors on disait c'est idiot, il suffit d'en acheter 2, etc. Évidemment, tout de suite, les gens ont proposé 2 pour le prix d'un, enfin des trucs comme ça. Mais l'idée de réduire fonctionne. On voit que quand on réduit les tailles de portions, par exemple, les gens s'arrêtent de manger plus tôt. Et comme on a vu tout à l'heure que les déséquilibres, c'est des toutes petites, c'est pas grand-chose, ça peut contribuer à régler les problèmes. Donc là, on a des interventions qu'on qualifie aujourd'hui d'aide à changer de comportement, de nudge en anglais. Nudge, ça veut dire vous donner une légère poussée dans la bonne direction. Changer la présentation, changer dans les cafétérias, pas mettre le dessert en premier quand on a très faim et qu'on est en train de remplir son plateau, mais plutôt à la fin, etc. Ça fonctionne tout ça. Ça pose d'autres problèmes. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est une alternative qui est utile à la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser tous les outils. Comme c'est des choses qui concernent la vie d'une façon générale et tout un tas de circonstances, il faut utiliser tous les outils. Donc ces outils-là sont aussi dans la panoplie, et les économistes considèrent que quand il y a des problèmes de défaut de rationalité, c'est-à-dire quand on voudrait faire quelque chose mais on fait autre chose, c'est ça un défaut de rationalité, il y a un problème. C'était admis pour les enfants. On considère que les enfants ne vont pas faire les bons arbitrages court terme, long terme, mais on l'admet aussi maintenant pour les adultes, surtout quand il y a des aspects addictifs. Pour le tabac et l'alcool, c'est exactement ce qu'on a fait. Les taxes sur le tabac sont justifiées par ça. Et les fumeurs eux-mêmes, une fois que la taxe a fonctionné, disent qu'ils s'en trouvent mieux. Donc on les a aidés à mieux se contrôler. Et les taxes nutritionnelles peuvent, d'une certaine façon, jouer aussi ce rôle en plus de l'effet monétaire, enfin financier. On va parler de ces choix, parce qu'il n'y a pas qu'une fiscalité nutritionnelle. En fait, il y a eu plusieurs exemples, on va dire notamment dans les pays scandinaves et en Europe, mais il y a les objectifs de la taxation, il y a qu'est-ce qu'on taxe, à quel taux, enfin il y a toutes ces questions. Puisque les fruits et légumes, par exemple, qui apportent peu de calories, remplissent bien l'estomac et en plus ont des bonnes vertus sur le plan nutritionnel, sont trop chers, puisque le gras et le sucre, c'est pas assez cher, mettons des taxes très élevées sur les produits gras et sucrés, subventionnons les fruits et légumes, et tout va rentrer dans l'ordre. C'est un peu ça, la façon un peu brutale d'aborder la taxation nutritionnelle. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on ne peut pas, du jour au lendemain, faire manger 2 fois plus de fruits et légumes à des gens qui n'en mangent pas, parce que s'ils n'en mangent pas, c'est bien sûr parce que c'est cher, mais c'est aussi souvent plus long à préparer. Et puis surtout, on le voit dans les enquêtes, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de gens n'aiment pas ça, tout simplement. Donc si tout d'un coup on changeait les prix, on créerait un préjudice à ces gens très important. Alors, on va voir des exemples, mais avant on peut regarder peut-être un peu les principes. C'est-à-dire quand on veut faire de la taxation nutritionnelle, il faut déjà se poser un certain nombre de questions sur les taxes qui existent, parce que souvent, on a des systèmes de taxation qui peuvent être tout simplement modulés. On peut dire, par exemple, tiens, on
on va utiliser la TVA. En France, par exemple, on a une TVA qu'on appelle à taux réduit, 5,5, qui concerne tous les produits alimentaires, sauf le caviar, qui est considéré comme un produit pas totalement indispensable sur le plan nutritionnel. Mais tous les produits alimentaires sont taxés à 5,5. On peut moduler. 5,5, je vous le rappelle, c'est un avantage. Le taux normal, c'est 19,6. Donc, pourquoi est-ce que tous les aliments sont taxés à taux réduit? Parce qu'on est dans une logique ancienne qui est de dire les aliments, c'est indispensable. Le tabac, c'est un bon exemple. On taxe le tabac, personne n'a besoin de fumer, sauf les gens qui sont déjà nicotino-dépendants. Mais manger, tout le monde a besoin de manger. Donc la difficulté, c'est qu'il faudrait taxer ce qui est en trop. Donc il faudrait payer pas de taxes jusqu'à 2000 calories par jour, et puis à partir de là, il faudrait taxer. Ce qui ressort des travaux qu'ont fait les économistes là-dessus, c'est que le mieux, c'est de taxer, de choisir une cible bien précise, et de faire en sorte qu'à côté de la cible, il y ait un aliment favorable. Et que donc, facilement, les consommateurs puissent switcher, puissent changer de comportement. Donc, dans les choix qu'il y a à faire, il y a ça, c'est-à-dire on va choisir les cibles. Il faut choisir le type de fiscalité qu'on veut. On peut avoir des fiscalités comportementales, donc on veut changer les comportements. Dans ce cas-là, il faut aller assez fort sur les taux. Mais on peut aussi essayer simplement de récupérer de l'argent pour financer des actions pour améliorer la santé. Par exemple, on veut dire, bon, ce n'est pas la peine de taxer tout le monde, c'est compliqué, on va prendre un petit peu d'argent, mais là, cet argent, on va l'utiliser pour financer des opérations de santé publique. La taxe sur les soft drinks en France, par exemple, c'est un peu ça. Elle n'est pas très élevée, elle est relativement indolore, la plupart des gens ne sont pas trop aperçus qu'il y a une surtaxe, même si ça fait baisser un peu la consommation, mais c'est surtout aussi pour récupérer des revenus. Et les taxes historiques qu'il y avait sur ces produits-là étaient plutôt destinées à récupérer des revenus. En Hongrie, ça a plutôt bien marché, ça, d'après les évaluations. C'est le fait de bien expliquer pourquoi des produits sont taxés, et comment on peut essayer d'échapper à la taxe, fait que les choses sont bien comprises par les consommateurs et la taxe est plus facilement acceptée. Donc ça, c'est des points importants. Alors, on peut peut-être rester sur la Hongrie, parce que vous m'avez raconté une anecdote quand même assez marrante. Une de vos collègues, vous dites que ça a marché, elle a dit « je ne comprends pas, la taxe, elle n'a pas du tout marché ». Oui, alors on a toujours, on va en reparler après avec le Danemark aussi, mais sur la Hongrie, c'était au moment où la taxe a été mise en place. Donc toutes ces taxes-là sont récentes, ont été mises en place dans les années 2011-2012. Et en Hongrie, donc c'est tout un tas de produits sucrés, salés, donc des snacks, les boissons énergisantes, les soft drinks, les condiments, etc., qui ont été taxés. Donc il y a un truc très complet. Et à l'époque, moi, on m'avait demandé d'intervenir pour des industriels, pour leur expliquer tout ce que je vous ai raconté là, quoi, en gros. Et eux sont évidemment vent debout contre les taxes. Ils sont opposés, quoi qu'il arrive, en disant ça bloque, ça fait perdre des emplois, etc. Et donc cette personne qui travaille dans une multinationale, qui vendait plutôt dans ce genre de produits énergétiques, me dit « Ah, mais nous, on ne s'est pas laissé faire en Hongrie. On n'a pas payé 1 centime de taxe. Non, on a changé la composition des produits, et donc les ingrédients qui étaient taxés, le sucre, etc., on a réduit, et donc on n'a pas payé la taxe. Donc on s'en est bien tiré. » Je lui ai dit, mais attendez, c'est ça l'objectif, c'est que les aliments soient moins sucrés, qu'il n'y ait pas les ingrédients que vous ne voulez pas avoir, enfin que les gens de santé publique ne veulent pas avoir. Donc le problème, ce n'est pas des taxes en général. Enfin, pour qu'elles marchent bien, il faut que le fiscaliste espère ne pas tirer de revenus de la taxe d'une certaine façon. C'est-à-dire que la taxe va changer le comportement et finalement, il ne percevra pas beaucoup d'argent. C'est ce qui s'est passé pour certains produits. C'était en gros beaucoup sur les boissons énergisantes, où là, elles ont été reformulées. Mais l'objectif était atteint, donc il faut bien comprendre effectivement cet effet. Ça contraste avec la taxe danoise, où par exemple on a taxé là, les graisses saturées. Les graisses saturées, vous achetez de la viande, il y a des graisses saturées dedans et on ne peut pas reformuler la viande, même si les zootechniciens ont fait des gros progrès pour baisser la teneur en gras des viandes. Et surtout, le consommateur ne peut rien faire. Les graisses dans sa viande sont taxées. S'il veut continuer à manger des steaks, il est obligé. Il n'a pas la même viande moins grasse, etc. Enfin, vous voyez la difficulté, quoi. Oui. Mais effectivement, ça montre bien les problèmes qui sont liés à ces taxes. On va rester au Danemark. C'est vraiment un pays en Europe du Nord qui est significatif. Oui, c'est un exemple intéressant, le Danemark, parce que
A priori, on avait plutôt, hein, moi quand j'ai vu la mise en place de la taxe, Olivier de Schutter aussi dans un rapport des Nations Unies disait « Ah, enfin des bonnes nouvelles, des pays comme le Danemark comprennent, etc. » et mettent en place des taxes. Donc on voit bien que c'est des outils qui peuvent être efficaces. Et alors c'est un bel exemple, parce que les Danois, c'est d'abord pas les autorités de santé publique qui ont décidé de la taxe, mais c'était vraiment une taxe fiscale décidée par plutôt le ministère des Finances, disons, grosso modo. L'idée, c'était de trouver des taxes comportementales, donc de prendre de l'argent et d'alléger l'impôt sur le revenu pour rendre le travail plus compétitif, pour alléger le fardeau fiscal des gens qui travaillent, tout en améliorant leur santé. Donc ils se sont dit, c'est magnifique, on peut faire moins d'impôts sur le revenu, mais par contre des impôts comportementaux en taxant les produits gras, et donc on va compenser, effectivement, et en plus avoir des comportements plus sains et baisser les dépenses de santé. Donc a priori, ça paraissait génial. Pour ce qui concerne l'aspect nutritionnel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va mettre une taxe sur tous les acides gras saturés. Les nutritionnistes ont dit parfait, c'est très mauvais pour la santé, si ça baisse, impec. Ils ont dit on va taxer tous les produits qui contiennent des acides gras saturés. Et on va les taxer en fonction du taux d'acides gras saturés qu'ils contiennent. Alors d'abord, ils ont quand même commencé à réfléchir, on dit non mais il faut quand même une limite parce qu'au Danemark on boit beaucoup de lait, le lait est à 2,3 grammes d'acides gras saturés pour 100 grammes, donc ils ont dit on va taxer tous les produits qui ont plus de 2,3 grammes d'acides gras saturés pour 100 grammes. Donc tout le lait de consommation, on n'y touche pas, parce qu'il y a des trucs, chaque pays a comme ça ses produits culturellement importants, donc ils n'y touchent pas. Ensuite pour les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une taxe, ce qu'on appelle un droit d'assises, c'est-à-dire c'est une taxe qui est calculée non pas en fonction de la valeur du produit, mais en fonction de la quantité du produit qui est contenu. Donc la taxe, là je crois que c'était 2 € par kilo, 2,15 € par kilo. 2,15 € par kilo d'acide gras saturé contenu dans le produit. Pas mal, ça paraît bien, mais tout de suite les ennuis commencent. Il faut que tous les gens qui sont taxables fassent une déclaration fiscale pour dire combien il y a de grammes d'acide gras saturé pour 100 grammes dans les produits qu'ils vendent. Donc vous avez un premier truc qui est un obstacle majeur pour ces taxes, c'est les coûts administratifs. C'est coûteux à mesurer, c'est coûteux à déclarer et c'est coûteux à contrôler. Donc la taxe peut rapporter, mais elle coûte à l'administration pour contrôler et elle coûte aux gens qui sont taxés pour déclarer. Donc c'est un peu double peine. Ils payent, mais en plus ils doivent faire des déclarations compliquées pour savoir combien ils doivent payer. Et donc là, ça a déclenché un tollé du côté des producteurs, des chambres de commerce, etc., qui ont organisé tout de suite des contre-feux en disant cette taxe est une horreur, ça ne va pas du tout. Et donc ça non plus, ça n'avait pas été anticipé. Il y a eu un mouvement d'opinion très négatif qui a été orchestré par la Chambre de commerce danoise, par le Conseil de l'agriculture et de l'alimentation, etc., en disant ces taxes sont nocives. Ils ont fait des enquêtes d'opinion. Les Danois, à 80%, ont déclaré que c'était scandaleux de faire payer les produits si chers et qu'en plus, ça ne changeait pas leur comportement, qu'ils achetaient la même chose qu'avant, mais qu'ils allaient les acheter dans des endroits où c'était moins cher. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu un intéressant avec le hard discount. Voilà, il y a eu un déplacement en fait, des achats, c'est-à-dire que les gens, c'était trop compliqué pour eux de changer enfin, au moins pour les produits, parce qu'on va voir après, pour les produits où vraiment il n'y a que du gras, là ça a bien marché. Mais pour les produits où il y en a un peu, la viande, etc., ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller acheter les produits chers, ils sont allés dans les hard discounts pour acheter les mêmes produits mais moins chers. Ou vers les frontières, et d'ailleurs les vendeurs allemands en ont profité, ils sont allés acheter de l'autre côté de la frontière, comme font les gens qui vont acheter leurs cigarettes ou leur alcool de l'autre côté. Et donc là, les industriels ont monté toute une affaire en disant mais ça augmente le commerce transfrontalier, ça a fait perdre 1300 emplois dans l'année, ça n'a pas été confirmé ça, mais enfin ça fait partie aussi du lobbying. Et puis ça n'a pas changé les comportements, donc ça ne va pas. Et puis le hard discount en a profité pour augmenter lui ses prix. Un peu plus que la taxe, ouais. Un peu plus que la taxe. Parce qu'ils avaient des produits moins chers, les gens sont allés dans le hard discount pour profiter de ça, parce que c'est un des effets majeurs qu'il faudrait anticiper. Et du coup, les gens du hard discount en ont profité pour augmenter un petit peu leur prix. Alors ça, c'est les aspects négatifs. Du coup, la taxe a été arrêtée et on a recherché ailleurs la perte, pour compenser la perte de revenus correspondante. Et pourtant,
un certain nombre de collègues économistes ont fait des travaux précis là-dessus, en particulier sur les corps gras, donc le beurre, les produits, ce qu'on appelle les blends, enfin c'est les mélanges où il y a des acides gras saturés, mais aussi des acides gras non saturés, donc qui sont moins mauvais pour la santé, les margarines et les huiles. Et là, ces économètres danois ont montré que la consommation de ces produits avait baissé de 10 à 15%, ce qui en termes de santé n'est pas rien. Hein. Mais ça, c'était peut-être le plus facile, parce qu'on dit on taxe la graisse, bah, on voit là, la graisse, on en achète moins, on va se débrouiller pour substituer. Donc ça répond bien à cette remarque qu'on a fait au début, ça correspond bien à ça, c'est que si c'est facile de substituer, on substitue. Mais quand vous taxez aussi, quand il y a tous les plats cuisinés, toute la viande, tous les trucs, etc., ça peut aider les industriels à diminuer les teneurs, mais ce n'est pas toujours facile de reformuler. Donc là, le consommateur qui lui va essayer de s'adapter n'arrive pas à s'adapter, tout simplement. Et donc du coup, on a ce résultat ambigu, c'est que suite au lobbying économique, la taxe a été suspendue, mais alors qu'elle a eu des effets positifs sur la santé. C'est quand même un peu dommage. On va parler de la taxe soda, et notamment en France. En France, oui. Vous me disiez, il y a la vignette, la vignette pour les personnes âgées. C'est donc la vignette auto, oui. La vignette auto, on la rendait acceptable parce qu'il y avait un enjeu social. La taxe soda en France, comment elle a été vendue et expérimentée? La taxe soda, elle a d'abord été précédée par un rapport qui a été fait en 2008 par deux inspectrices générales, une inspectrice générale des affaires sociales, donc du ministère de la Santé, et une inspectrice générale des Finances, donc du ministère des Finances, qui ont travaillé, qui ont consulté beaucoup de gens, on les avait reçus au laboratoire, par exemple à l'INRA, ils avaient discuté avec nous, avec des spécialistes, etc., et qui ont pris vraiment un grand soin de bien analyser tous les tenants et aboutissants du système de taxe. Et en particulier, de bien essayer de relever toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir dans les systèmes de taxation, etc. Et donc, elles ont abouti à un rapport qui n'a pas été complètement suivi, mais qui a quand même été suivi dans ses grandes lignes, en disant qu'il fallait d'abord bien expliquer la taxe. Elle a été assez bien expliquée, en particulier à cause de la surconsommation de boissons sucrées par les adolescents et les enfants, c'est quelque chose que la population reçoit très bien, en disant oui, effectivement, il faut faire attention. Et puis les distributeurs dans les écoles, ça voilà, etc. Donc la cible était bien identifiée, c'est un seul produit, les boissons sucrées. Ça a été bien expliqué. La taxe n'est pas hors de prix, puisque c'est à peu près 7 € pour 100 litres, donc c'est 7 centimes d'euros, disons 10 centimes pour une grande bouteille d'1,5 litre. Donc 10 centimes d'euros, ce n'est pas non plus la mer à boire. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. On voit bien que sur le court terme, cette question-là est compliquée, qu'il faut du long terme, et en même temps, Pierre Combry, il faut trancher un jour. Oui, alors, on répond comment à la question faut-il taxer ou non les produits gras trop gras et trop sucrés? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tirer les leçons des expériences qu'on a entre les mains et pas tout arrêter sans plus rien faire, comme malheureusement les Danois l'ont fait, mais le débat continue en fait au Danemark. On a des résultats. Premier résultat, on sait que taxer, ça fonctionne. C'est-à-dire, la taxe change les prix des produits, change les achats, change la consommation, changera à terme les effets sur la santé. Donc ça, c'est clair. On a ensuite, on le voit aussi, des effets ce qu'on appelle des effets non intentionnels. C'est-à-dire que les stratégies des gens confrontés au changement de prix changent. Celles des consommateurs, mais encore plus celles des producteurs. Ils vont changer les gammes de produits, essayer de pousser, si c'est taxé, on peut vendre des produits de moins bonne qualité, et donc du coup, on aura tout perdu, parce que les gens vont acheter des produits au même prix, mais ils seront de moins bonne qualité nutritionnelle, on n'aura pas le bénéfice nutritionnel. Par contre, les industriels pourront peut-être garder les mêmes marges. Stratégie des distributeurs, on l'a vu avec les Danois. Stratégie des consommateurs, est-ce qu'eux-mêmes vont descendre en gamme, comme on dit, ou au contraire vont aller chercher des produits meilleurs pour la santé. Donc tout ça, c'est des conséquences. Un des grands enseignements, c'est qu'il faut anticiper ces conséquences. On est dans une situation finalement où c'est un jeu, on parle de jeu économique. Ce serait comme si aux échecs, si vous voulez, vous jouiez sans prévoir le coup d'après. Vous dites, je vais taxer ça, donc la consommation va baisser. Fin de l'histoire. Non,
il va se passer plein de choses. Après, les agents économiques réagissent, sont sensibles aux incitations. Et donc, il faut anticiper ça sur plusieurs étapes pour voir ce qui va se passer. C'est vraiment, pour nous les économistes, c'est vraiment même le message essentiel, anticiper les comportements des autres agents. Donc ça voudra dire comprendre ce qu'ils vont faire, les associer, etc. pour que ça marche. Bon. Et la deuxième chose, mais là ça prend du temps, on ne sait pas bien encore évaluer les effets à long terme. C'est-à-dire qu'on cherche des effets au final sur le poids et surtout sur la santé. Ça ne se règle pas en 10 mois, ça se règle sur le plus long terme. Donc il faut tenir compte de tout ça. Et puis toute dernière chose, c'est qu'il ne faut rien négliger. Dans le cas des politiques de santé publique et surtout des politiques liées au poids, toutes les façons d'agir sont bonnes à prendre, ce qu'on appelle la politique des petits pas. Et donc, parce qu'il est très facile d'annuler une mesure par une autre. Donc il faut agir partout, même si c'est des petites choses. C'est la somme de ces petites choses qui fera que peut-être on arrivera à régler le problème.